La polyclinique prénatale Mohamed VI de Sebeninkuru désormais opérationnelle. Les activités du centre ont été lancées par le chef de gouvernement Dr Choguel Kokala Maïga. Fruit de la coopération Mali-Maroc, cette structure sanitaire a coûté plus de 9 milliards de francs CFA. Élan de solidarité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en cette veille de Tabaski, 200 têtes de bélier, une importante quantité de sacs de riz et de bidons d'huile. La donation est destinée aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés pour la patrie. Toujours dans la mouvance de cette fête musulmane, un jour de sang pour les moutons, la chronique Un jour une formule, mais cet événement dans son contexte. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce jeudi 7 juillet 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte et entendu des communications. Avec vous, Ibrahim Djombele, pour la lecture de ces communiqués. Bonsoir. Bonsoir Fousseni Tunkara, mesdames et messieurs, bonsoir. Et comme à l'accoutumée, nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux d'extension et de modernisation de l'hôpital de Tombouctou. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Anta Construction pour un montant de 3 milliards 621 322 332 francs CFA hors taxe et un délai d'exécution de 24 mois. La réalisation des travaux d'extension et de modernisation de l'hôpital régional de Tombouctou va contribuer à la prévention des maladies et à l'amélioration de la santé des populations. Au chapitre des communications, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de la réalisation des essais blancs de traction du train de trafic de voyageurs sur le trajet Bamako-Caille-Bamako. Dans le cadre de la relance des activités ferroviaires au niveau national, à l'arrêt depuis mai 2018, le gouvernement a adopté un plan d'urgence de relance du trafic ferroviaire de voyageurs et de marchandises entre Bamako et Diboli pour un coût estimé à 9 milliards 874 millions 86 674 francs CFA. La mise en œuvre de ce plan d'urgence a été confiée à la Société de patrimoine ferroviaire du Mali. Les activités réalisées dans ce cadre ont permis de réaliser 19 gares sur le trajet et les ateliers centraux de Korofina et de Caille, d'acquérir une partie des équipements mécaniques et des outillages pour les travaux de la voie, d'effectuer les travaux de traitement des points critiques de la voie ferrée entre Bamako et Kita, de décaper les remblais sur les rails, de poser des traverses en bois sur les ouvrages d'art de Bamako jusqu'à Diboli, de réaliser les travaux de confortement des ponts de Galougo, de Mahina et de Tukoto et de réparer les locomotives CC 2205 et CC 2207, les voitures, les fourgons et les générateurs de la rame de transport de voyageurs. Les essais de traction du train constituent la phase primordiale du processus de relance du trafic ferroviaire national. Ils permettront de relever et de corriger entre autres les anomalies sur le matériel roulant et sur la voie ferrée. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie de la coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population à respecter des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Donc voilà, et Fousseni Tunkara, on a fait bref ce soir. Merci et bonne suite du journal. Merci beaucoup à vous aussi. Plus de 9 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la polyclinique prénatale Mohamed VI de Sebeninkuru, inaugurée depuis près de 5 ans. C'est ce jeudi matin que le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a lancé officiellement les travaux de la clinique. Fruit de la coopération Mali-Maroc, cette structure sanitaire va renforcer le dispositif sanitaire de notre pays, surtout dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. On en sait plus avec Khadija Toukouni.
Jeudi 7 juillet 2022, une date gravée désormais dans les annales sanitaires au Mali. Une journée marquée par la mise en service de la polyclinique néonatale et maternelle Mohamed VI. Cette infrastructure qui vient renforcer le plateau technique est l'œuvre de la Fondation Mohamed VI du Maroc. Ce joyau architectural moderne bâti sur 5 hectares permettra de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale dans notre pays. Outre la relation économique exemplaire entre nos deux pays du Sud qui fait positionner le Mali comme la troisième destination des investissements du Maroc en Afrique et le second bénéficiaire des bourses d'études dans les établissements universitaires marocains, il faut souligner aussi les spécificités de ces relations solidaires et fraternelles. Car entre le Maroc et le Mali, on ne peut pas en effet parler de partenariat seulement, mais aussi et surtout de fraternité africaine qui a devant elle de très beaux jours, avec un seul objectif, triompher de tous les aléas pour multiplier les ponts entre nos peuples et contribuer de manière significative à améliorer leur sécurité collective et leur qualité de vie. La clinique est équipée de matériel de dernière génération. Elle vient renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. La clinique périnatale Mohamed VI de Bamako est un établissement de santé spécialisé de haut standing de 3e référence, entièrement construit et équipé par la partie marocaine, à hauteur de 9 milliards 900 millions, construction et équipement inclus, et offert aux francs symboliques à notre pays par un acte notarié en date du 21 septembre 2020. La structure dispose d'une capacité de 74 à 79 lits répartis entre la femme et l'enfant et le plateau technique ultra-moderne. Elle a pour mission d'assurer le diagnostic anténatal, la prise en charge des femmes ayant des grossesses à haut risque et le suivi des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Cette nouvelle structure vient renforcer l'offre de soins ainsi que les capacités sanitaires de notre pays. Elle va contribuer ainsi, entre autres, à la mise en œuvre de la politique nationale de santé dans le domaine de la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né, à la formation initiale et la formation continue des professionnels de la santé, en santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, à la conduite des travaux de recherche dans le domaine de la santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Et enfin, à la surveillance épidémiologique des maladies liées à la mère et à l'enfant. Au Mali, selon les statistiques de 2020, le taux de mortalité maternelle est de 373 sur 100 000. Et durant les 5 dernières années, sur 1000 naissances, 54 enfants ont perdu la vie avant d'atteindre 1 an. Et les femmes du Mali saluent fortement l'ouverture de cette clinique. Cette clinique va décongestionner les autres hôpitaux. Nous, les femmes, nous sommes vraiment contentes. Moi-même, je suis malade. Cette clinique qui est proche de chez moi va réduire mes déplacements. Avec cette clinique, fini les files d'attente dans les hôpitaux. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga invite les responsables de la clinique et les usagers à prendre soin de cette structure sanitaire pour le bonheur de tous les Maliens. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu hier en audience une délégation d'investisseurs iraniens. Cette délégation au Mali pour recenser les secteurs dans lesquels ils peuvent intervenir était conduite par le PDG du groupe Shirin Assalma. À l'issue de l'entretien qui était élargi à quelques membres du gouvernement, les visiteurs ont été rassurés par le chef du gouvernement. Pour plus de précisions, écoutons Younes Djali, président bien sûr du groupe Shirin Assalma à sa sortie d'audience. Dans le cadre de beaucoup de projets structurants, nous avons échangé avec monsieur le Premier ministre sur le projet de transformation des produits maliens et de beaucoup d'autres sujets aussi.
Assurer les besoins de l'Iran dans le domaine de tout ce qu'on en achète à partir d'autres pays. Nous voulons acquérir ces mêmes choses au Mali. Disponible au Mali. Donc cela peut être une opportunité pour exporter la viande malienne en Iran. Exporter aussi beaucoup d'autres productions comme les riz, les maïs et puis transformer sur place la mangue malienne. Favorablement ces différents projets et il nous a assuré du soutien total du gouvernement malien à travers les différents ministères liés à ces différents projets. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient d'offrir aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur les champs de bataille 200 têtes de bélier, une quantité importante de sacs de riz et de bidons d'huile. Ce élan de solidarité entre dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État. Il s'agit à travers ces gestes hautement symboliques de prouver la reconnaissance de la patrie. Tamsir Djabati. Permettre aux familles des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur de fêter dans l'honneur et dans la dignité. Voilà tout le sens de cet élan de solidarité du chef suprême des armées à l'endroit de ces veuves et orphelins. Ils ont reçu des mains de la représentante non moins conseillère spéciale du président de la transition, colonel Assimi Goïta, des moutons et des vivres. Le président, en faisant parler son cœur à travers les œuvres sociales, donne le sourire aux nécessités. Il leur a offert 200 béliers, 200 sacs de riz de 50 kg chacun et 200 bidons de 20 litres. Un geste qui devra permettre à 200 ménages de passer une bonne fête. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts, ils sont morts pour le Mali. Ils ont laissé derrière eux des veuves et des orphelins que la nation entière ne va pas oublier. Mais le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a encore une fois de plus fait parler son cœur à travers les œuvres sociales pour venir en aide à cette frange de la population, c'est-à-dire les veuves et les orphelins des militaires et des paramilitaires. On sait que la Tabaski est une fête très importante au Mali et c'est là que les veuves peuvent sentir l'absence de leur mari. Certes, cette donation ne va pas faire revenir les maris. Elles sauront qu'elles ne sont pas seules. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a donné le ton, donc que chaque Malien pense à ses voisins, aussi bien dans le quartier qu'au village, pour que pendant cette journée de la fête de Tabaski, tous les enfants et toutes les femmes aient le sourire aux lèvres. Ce geste hautement symbolique est aussi la reconnaissance de la patrie à ceux qui sont morts en défendant la patrie. Un moment plein d'émotions car ils sont nombreux les orphelins et veuves qui vont fêter sans leur père et leur époux. Et c'est avec des larmes aux yeux que les bénéficiaires ont salué ce geste du président, combien important pour eux. Son Excellence Assimi Goïta Ambafou. Je salue et remercie au nom des veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ de bataille. Nous sommes vraiment heureux et réconfortés aujourd'hui par ce geste du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. C'est le moment de saluer les Maliens pour leur soutien et je demande à tout le monde de formuler des bénédictions pour une paix durable au Mali. À cette occasion, le chef des corps du 34e bataillon du génie militaire et le directeur du service social des armées ont tenu à remercier le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et pour ses efforts inlassables envers les veuves et orphelins des militaires tombés sur le théâtre des opérations. Le président de la transition, qu'il en soit remercié. C'est aussi l'occasion pour moi de lui adresser notre gratitude pour les efforts inlassables qu'il fournit pour le soulagement des familles des militaires et paramilitaires tombés sur les théâtres des opérations. Bonne, heureuse fête de Tabaski et qu'elle se passe dans la paix, dans la convivialité et dans la quiétude. Avoir une pensée aux familles démunies et salutaires. De surcroît, offrir des moutons aux veuves et orphelins de nos
vaillants soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur est un acte humanitaire, patriotique et symbolique. Votre geste à l'endroit de ces veuves et orphelins ici présents est plein de sens et fait passer le message que le bien-être des veuves et orphelins est inscrit parmi les priorités des plus hautes autorités de notre pays. Au cours de cette cérémonie de remise de dons aux veuves et orphelins, une minute de silence a été observée en la mémoire des disparus civils et militaires. Le ministre togolais des Affaires étrangères a achevé une visite de travail au Mali. La visite a été sanctionnée par un communiqué conjoint mettant en exergue l'excellence de la coopération entre notre pays et la République du Togo. L'élément complet de ce reportage au cours de ce journal. À une journée de l'aide El Kébir, communément appelée Tabaski, une ambiance carnavalesque s'installe au niveau du grand marché de Bamako. Pour les commerçants, tous les moyens sont bons pour attirer plus de clients. Le marché est rempli, mais les clients désolent la cherté des articles. Awadit Makamara, Aruna Diara et Modibo Tangara ont fait le tour. 10h ce jeudi au grand marché de Bamako, c'est l'effervescence. Ici, on n'entend presque pas les klaxons des automobilistes tellement ça grouille de monde. Entre ambiance et danse au niveau des étals, les clients en majorité des femmes se bousculent pour s'acheter effets et autres accessoires pour la fête. Le bouillonnement est à son paroxysme. Oumar Ba est dans le marché depuis un bon moment. Évitant le tohu-bohu, il a voulu faire ses achats un peu vite. Je suis venu acheter des habits et des chaussures pour les enfants. Cette année, tout est cher. Juste à côté, des habits pour enfants sont proposés avec des prix défiant toute concurrence. Il y en a pour toutes les bourses, nous renseigne Ali Traoré. Le jeune commerçant parle avec deux de ses clientes au goût complètement différent. Les pousse-pousse refusent de vendre, mais nous le faisons et proposons à tout le monde pour que chacun puisse s'en sortir. Ils disent 6 000, c'est trop cher, c'est pour l'enfant que je porte au dos. Même les lunettes pour enfants sont chères. Acheter des lunettes pour adultes à 500 francs, je peux comprendre. Mais pour enfants, non, pas possible. Les accessoires aussi ne sont pas en reste. Boucles d'oreilles, colliers, montres, sacs à main. Je n'arrive pas à avoir ce dont j'ai besoin, faute d'argent. Je ne fais que tourner en rond. C'est vrai que les années ne sont pas pareilles, mais quel qu'en soit, le marché, chacun y trouve son compte. Le marché, ce n'est pas seulement l'affaire des femmes. Ces hommes ne disent pas le contraire. Il y en a pour tous les goûts, selon ses moyens. Sinon, nous reconnaissons la conjoncture actuelle. L'embargo nous a beaucoup pénalisés. Beaucoup de nos marchandises étaient bloquées à l'extérieur. Chacun se plaint de la conjoncture, mais le marché ne les emplit pas. À vous de faire votre propre lecture. L'ONG islamique Relief vient de distribuer des taureaux à certaines couches vulnérables. C'est donc s'inscrit dans le cadre de l'opération Tabaski 2022 de l'organisation humanitaire. Valentin Roger Diallo. 436 000 personnes bénéficient de cette opération Tabaski 2022 de l'ONG Islamique Relief dans les régions de Koulikoro, Tombouctou, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Il s'agit des personnes en situation de handicap, de veuves et autres personnes vulnérables. Cette opération consiste à leur offrir des taureaux pour leur permettre de passer une agréable fête de Tabaski. Sans eux, nous ne saurons pas comment on va gérer nos enfants. Tous nos remerciements à eux. Dans cette dynamique de solidarité renouvelée envers les couches nécessiteuses, Islamic Relief a mobilisé plus de 1,160 milliard de francs CFA auprès de ses partenaires, ce qui a permis de mettre à la disposition des couches vulnérables 5200 taureaux pour les permettre de bien fêter comme les autres lentilles. Les généreux donateurs sont salués pour avoir porté une fois de plus haut le flambeau de la solidarité. Cette donation est une approche d'appui à la promotion de l'initiative communautaire. Elle nous régit à plus d'un titre, car
elle participe de l'engagement sur la voie d'une aide en apportant un sentiment fraternel, nous permettant de vivre comme tous les autres ces mémorables jours dans la dignité la plus absolue. C'est en 1997 que l'organisation humanitaire Islamique Relief a démarré ses activités au Mali. Pour les prochaines éditions, l'ONG espère avoir bien plus de bénéficiaires. Jour J-2 pour jour des 100 pour les moutons, des joies pour les fidèles musulmans qui vont imiter le prophète Ibrahim conformément aux recommandations de l'autre prophète, le dernier envoyé d'Allah, Mohammed, paix et salut sur lui. Mais d'où vient ce rite musulman? Quelle en est la symbolique? Dans quel moule il a traversé les âges? Et quelle connotation s'y greffe? La chronique, un jour, une formule, l'épingle, ce jeudi. Sori Ibrahima Keita. Si le récit devait avoir un titre, ce serait « Test grandeur nature de foi ». Allah met à l'épreuve le prophète Ibrahim et son fils Ismaël. L'histoire religieuse déroule un trio infernal, l'ange Djibril ou Gabriel, le prophète Ibrahim ou Abraham, son fils Ismaël. Et en filigrane, deux autres acteurs non moins importants, Hajar, l'épouse d'Ibrahim, est celui dont tout le monde parle de tout temps, mais que personne ne veut croiser sur son chemin, Iblis, Shaitan ou Satan. Nous sommes d'il y a 4000 ans. Dans un rêve, Abraham, un vieillard de 80 ans, avait reçu l'ordre divin d'égorger le fils qu'il avait attendu pendant 25 longues années, consécutivement à la promesse de son Allah. Et l'histoire du sacrifice du mouton pouvait commencer. Un jour, Ibrahim implora Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder un garçon, un enfant. Et Allah annonça la naissance d'un enfant d'un caractère doux, qui est Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et Ismaïl, quand il devient majeur, adolescent, Allah demanda à Ibrahim alayhi salatu wassalam d'immoler son fils, de l'égorger pour lui, comme sacrifice. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, étant un homme de foi, un grand croyant, a accepté la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit oh mon fils, mon Seigneur m'a recommandé de t'égorger. Qu'en penses-tu? Et la réponse d'Ismaïl alayhi salatu wassalam a été juste, une réponse juste. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oh mon père, fais de moi ce qui t'est recommandé ton Seigneur. Tu me trouveras accepter mon sort avec la plus grande fermeté. Au cours de la route, quand Ibrahim est avec son fils Ismaïl, le Satan a essayé d'intimider un peu la foi et l'esprit d'Ismaïl. Et alors, à chaque fois, il se transforme en courbeau, en montagne, etc. Et Ibrahim, il prenait la pierre, il le jetait avec l'ordre de son père Ismaïl. Il le jetait. Et donc, il le jeta la pierre. Et donc voilà, quand vous voyez des gens au pèlerinage, ils partent à un moment donné, ils s'arrêtent, ils jettent la pierre. Et même également, Safa ou Marwa, que les gens le font, c'est par rapport à Hajar. Quand il amène son fils en bas, il met le couteau. Son fils lui dit, mon père, j'ai pas peur. Il met le couteau, il faut bien faire le couteau afin que je puisse être égorgé. Alors, Djibril alayhi salatu wassalam viendra et poser ce zèle sur la gorge d'Ismaël alayhi salatu wassalam. Et alors, Allah envoie tout de suite un bélier. D'où l'appellation d'Al-Dal-Adha, la fête du sacrifice, désignant la fête de Tabaski, autrement appelée Aïd el-Kébir, la grande fête, célébrée au 10e jour du 12e mois du calendrier de l'Hégire, sonnant la fin du pèlerinage à la Mecque. La symbolique, c'est de tester la foi du croyant. La symbolique, c'est de dire aux êtres humains, le bélier que nous égorgeons, c'est un bélier qui est là, le sang et la viande n'intéressent pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est l'acte, la foi, le dévouement, la soumission du croyant, afin de chercher le prix du bélier, l'égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala. La tradition est désormais instaurée chaque année. À la même période, tout musulman ayant les moyens doit immoler un bélier, faire couler le sang. En voilà une des plus belles œuvres de l'homme auprès de son Créateur, Dixit, le plus distingué des prophètes des musulmans. Allah est recherché de voir le degré de foi d'Ibrahim alayhi salatu, sa confiance à lui parce qu'il a demandé un enfant, l'enfant qu'il est cher, mais il lui demande de l'égorger. Alors, il accepte d'égorger encore son enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala directement avec Ibrahim alayhi salatu, comme il est dit, Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasran, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était sûrement un vrai musulman engagé. Sans être forcément un pilier de l'islam, qui en compte 5,
L'immolation du mouton de sacrifice semble donner plus de nuits blanches, de stress, d'angoisse aux chefs de famille, plus que toute autre pratique rituelle de la dernière religion monothéiste révélée. Allez savoir pourquoi. Les responsables de l'Agence nationale de sécurité routière à Nazer, en compagnie du gouverneur de la région de Koulikoro, sur l'axe Bamako-Koulikoro pour sensibiliser les usagers en cette veille de fête, une période où les risques d'accident sont élevés. Bemba Sibi et Abouakar Traoré pour le reportage. Le trafic routier est intense en cette veille de fête de Tabaski, ce qui augmente les risques d'accident. Déjà, rien que sur la route nationale 6, on enregistre cette année 65 cas d'accidents, dont 7 décès. Ce sont ces chiffres qui motivent les responsables de l'Agence nationale de sécurité routière à Nazer à intensifier la sensibilisation sur les différents axes routiers du pays. C'est pour encore aller rappeler les règles essentielles de conduite en toute sécurité aux usagers de la route. Évidemment, tout ce que nous ne cesserons jamais de dire aux usagers de la route et à toute la population malienne, que la vitesse excessive cause des accidents. Le port de la ceinture sauve des vies. Pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif, la directrice de l'ANASER a visité quelques points sur les axes Bamako-Ségou et Bamako-Koulikoro avec le gouverneur de la région de Koulikoro et les éléments de la gendarmerie. Le constat est que les agents sont en poste, les cônes sont en place sur la chaussée, les conducteurs sont obligés de ralentir, voire s'arrêter. Cette fenêtre est mise à contribution pour leur rappeler les consignes de sécurité. Précisément, nous ciblons un certain nombre d'infractions, notamment les excès de vitesse, la surcharge, le téléphone au volant. Généralement, ceux-là qui sont responsables de ces accidents conduisent sous l'emprise des excitants. Deuxièmement, c'est des gens qui téléphonent étant au volant. Troisièmement, c'est la fatigue. Aujourd'hui, en réalité, nous avons besoin de tous les Maliens sains et saufs. Nous souhaitons que les gens fêtent en famille, en entier. Les conducteurs qui forcent le cordon sans obtempérer sont interpellés par les éléments du groupement motorisé de la gendarmerie pour être verbalisés. Ce usager en a fait l'expérience. C'est communiqué pour vous. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique à l'occasion de la fête de Tabaski le vendredi 8 juillet 2022, précédant la journée de la fête, est déclaré chômé sur toute l'étendue du territoire national. Cet autre communiqué, le ministre du Travail et de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du samedi 9 juillet 2022, fête de Tabaski, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les pèlerins maliens des filières gouvernementales et privées ont passé la journée de ce jeudi à Mina. Les sites constitués de tentes accueillent des centaines de milliers de personnes pour des prières et des bénédictions en cette veille d'Arafat. Arafat est le moment crucial, le jour le plus important du pèlerinage. Il tombe cette année sur un vendredi, une bonne coïncidence soulignée par les spécialistes de l'islam. Je vous le disais au début de ce journal, le ministre togolais des Affaires étrangères vient d'achever une visite de travail ici au Mali. La visite a été sanctionnée par un communiqué conjoint mettant en exergue l'excellence de la coopération entre notre pays et la République du Togo. Alousseni Touré. Cheville ouvrière de la facilitation des négociations entre le Mali et la CEDEAO, le Togo s'est révélé un ami sincère du Mali au moment où le pays subissait les sanctions de l'organisation régionale. Ce n'est donc pas un hasard si le ministre togolais des Affaires étrangères est la première personnalité étrangère à être reçue chez nous. Le ministre Abdoulaye Diop a mis l'accent sur le travail accompli par ce pays frère. Nous avons conclu, en concertation avec l'Union africaine, le principal acteur, dans le souci de pouvoir mobiliser la communauté internationale en soutien au processus de transition et d'accompagner les avancées importantes qui ont été enregistrées
au cours des dernières semaines ou des derniers jours. Nous avons donc convenu, en concertation avec l'Union africaine, d'appeler à la tenue d'une réunion du groupe de soutien à la transition au Mali dès le mois de septembre. Et nous allons travailler de façon rapprochée avec nos frères togolais, mais aussi avec l'Union africaine et sous la haute direction de nos deux chefs d'État pour faire en sorte que ce cadre puisse être réactivé pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Même exercice de la part de son homologue togolais qui a réaffirmé l'engagement de son pays auprès du nôtre pour faciliter la mobilisation des partenaires. Le président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, n'a pas hésité un seul instant à déployer toute l'énergie possible pour aider et soutenir le Mali à s'entendre non seulement avec ses voisins, avec la CEDEAO et la communauté internationale. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que cette sanction soit levée. Et ensemble avec vous et l'Union africaine, nous avons décidé d'organiser pour le mois de septembre prochain la prochaine réunion du groupe de soutien pour la transition au Mali. Rendez-vous donc dans la première quinzaine du mois de septembre à Lomé au Togo pour une plus grande mobilisation des partenaires du Mali en vue de faciliter le retour à une vie constitutionnelle normale. Fin aujourd'hui au centre de formation forestier de Tabakoro de la formation des formateurs anti-braconnage. Lancée il y a 2 mois de cela, cette activité vise à renforcer les services des eaux et forêts et des FAMA dans leur mission de protection de la faune, en particulier les éléphants du Gourma. Mamadou Fane. La force spéciale anti-braconnage FORSAB est désormais opérationnelle. Après 2 mois d'intense formation, ils sont 20 formateurs des eaux et forêts et des forces de défense et de sécurité à recevoir leur attestation de fin de stage. Cette initiative a été possible grâce à 8 fondations et la Direction nationale des eaux et forêts avec le concours de Shinjenta. On faisait appel à des expatriés extérieurs et nous avons jugé utile de faire la formation des Maliens qui vont éventuellement prendre la relève. Chaque fois qu'on veut former nos agents, on est obligé de faire appel à un bureau international qui est Shengenta à travers Royal Foundation. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis de constater que nous disposons d'un vivier de formateurs en lutte anti-braconnage. Cette formation des formateurs a permis de renforcer les capacités des agents anti-braconnage pour une meilleure protection des éléphants du Gourma. Ceux qui sont formés, qu'on appelle désormais des formateurs, doivent se considérer comme des porte-drapeaux en matière de lutte anti-braconnage, mais aussi de protection des éléphants, mais de tous les autres animaux de notre pays. Il s'agit donc de permettre aux services des eaux et forêts d'être autonomes dans leurs activités de défense des éléphants du Gourma. Cette formation est aussi le couronnement du protocole tripartite entre la Direction nationale des eaux et forêts, les FAMA et Will Foundation. Rencontre d'échange et de partage des acquis du programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau. Ce programme concerne le Mali et la Guinée-Conakry qui se partagent le fleuve Niger. Objectif, partager les résultats de ce programme avec les acteurs concernés du Mali et ceux de la Guinée-Conakry. Valentin Roger Diallo. Le Mali s'est engagé au cours des dernières années dans la mise en œuvre d'un plan d'action pour la gestion intégrée de ses ressources en eau. L'idée est de prendre en compte l'augmentation de la demande en eau et les risques de dégradation des ressources en eau sans oublier les changements climatiques. Pour atteindre ces objectifs, un programme conjoint est mis en place avec la Guinée-Conakry depuis 2015. Le programme étant à son terme, les acteurs sont réunis pour partager les résultats obtenus. Le programme a duré 7 ans et avec un coût global de 9 milliards avec le financement des Pays-Bas, de la Suède, de la République du Mali et de la République de la Guinée. Et à travers ce programme, nous avons renforcé nos outils de connaissances, nos outils de suivi et de gestion des ressources en eau. Et tout cela a permis de développer encore davantage ce que nous faisons en termes de gestion, et en termes aussi de renforcement des cadres de concertation. Les réalisations restent toutefois fragiles. Pour les consolider, la mise en œuvre du programme national de gestion intégrée des ressources en eau est nécessaire. Il s'agira en effet de définir une vision à long terme et de diversifier les sources de financement pour créer un cadre pérenne de gestion intégrée des ressources en eau
en mettant l'accent sur les complémentarités et les synergies. Je puis vous rassurer de l'engagement et de la disponibilité encore du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau à collaborer avec tous les acteurs pour opérationnaliser la gestion intégrée des ressources en eau, puisque cette étape impose plus de mobilisation de tous. Un deuxième programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau est en vue selon les acteurs. C'est communiqué pour vous. Des réactions, bien sûr, qui continuent de nous parvenir suite à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie, le Front malien du renouveau, la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali, la Commission nationale des droits de l'homme, les réseaux des journalistes pour des élections apaisées au Mali, le Conseil malien de la diaspora malienne, le mouvement Veille citoyenne et collectif 5 ans ou plus, l'association Cercle des citoyens pour l'éthique républicaine, les réseaux des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali et en Afrique, tous se réjouissent de la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, saluent la résilience des Maliens et félicitent les autorités de la transition. Dans un autre communiqué déposé à notre rédaction, l'Association des vétérinaires africains, à l'issue de sa 10e Assemblée générale tenue à Tunis, félicite le gouvernement du Mali pour sa décision de créer une faculté de médecine vétérinaire, de ce qui constitue, selon l'Association des vétérinaires africains, un acquis et une réalisation importante pour un grand pays d'élevage comme le Mali. À noter que Dr Oumar Maki Tunkara, président de l'Ordre des vétérinaires du Mali, est réélu secrétaire général de l'Association des vétérinaires africains, et Dr Cham Farima Koulibaly au poste de présidente de la commission santé animale. La restitution du rapport provisoire de recherche du Mali dans le cadre du projet Un nouveau modèle de classe passerelle se tient ici à Bamako. La rencontre de restitution est coprésidée par le ministre de l'Éducation nationale et son collègue de l'enseignement supérieur, Fadema Keïta. Un nouveau modèle de classe passerelle pour améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés est un projet de recherche afin d'identifier un modèle type de classe et centre passerelle pour améliorer l'apprentissage de ces enfants et jeunes déscolarisés et non scolarisés. C'est en vue d'offrir, à travers un programme innovant d'alphabétisation et d'éducation non formelle, de nouvelles opportunités aux groupes cibles âgés de 8 à 15 ans. Les étapes d'exécution du projet sont distinctes. Le projet sera mis en œuvre en 3 étapes. La première étape, c'était de faire une recherche sur les pratiques et les innovations en matière de classe passerelle dans les 6 pays membres de la Fondation 40 ans. Les représentants des rectorats, les chercheurs des grands instituts, les partenaires de l'école et autres autour du document doivent œuvrer à réduire le taux d'enfants et de jeunes analphabètes dans les 6 pays membres de la Fondation 40 ans que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger et le Sénégal. Ce projet de recherche vise à mobiliser de nouvelles connaissances en vue d'apporter des réponses aux défis de l'éducation des jeunes hors du système scolaire dans un système de crise multidimensionnelle, crise sécuritaire, sociopolitique, sanitaire, de catastrophes naturelles, car nous savons certes que ces crises réduisent considérablement les possibilités et les chances d'atteindre les objectifs de développement durable, Agenda 2030, notamment pour les cibles 4.5 et 4.6. Cet ambitieux projet ou nouveau modèle de classe passerelle est du consortium Fondation 40 ans, du FAWE ou Forum des éducatrices africaines et du Rokare Mali ou Réseau Ouest et Centrafricain de recherche en éducation. Il est subventionné par le Centre de recherche pour le développement international CRDI dans le cadre de l'initiative Partage des connaissances et d'innovation KICS Africa 2021. Il sera mis en œuvre du 1er avril 2021 au 31 décembre 2023 par le même consortium. Nous restons dans le domaine de l'éducation. De 2014 à 2021, le programme de la stratégie de la scolarisation accélérée passerelle de la Fondation Strom a transféré plus de 400 apprenants à l'école primaire du système classique. Compte tenu des efforts fournis par les acteurs ont décidé d'organiser une journée d'excellence pour récompenser le mérite des animateurs, apprenants et gestionnaires des centres de Tombouctou. Najim Babasissé.
La Fondation Strom, en collaboration avec son partenaire de mise en œuvre, l'Association malienne pour la survie au Sahel, a formé plus de 5000 apprenants dont l'âge est compris entre 8 et 12 ans à travers le programme de la stratégie de la scolarisation accélérée. Fort de ces résultats appréciables, les acteurs du programme et leurs partenaires, qui sont les services techniques, ont organisé cette journée de l'excellence afin d'honorer d'une part les encadreurs et les gestionnaires des centres et d'autre part motiver les apprenants. La célébration de la journée scolaire dite de l'excellence est une première dans l'histoire de la Fondation Strom. En effet, depuis le développement de la mise en œuvre de la stratégie de scolarisation accélérée passerelle, communément appelée la SSAP en 2004, en dépit des résultats éloquents enregistrés par les animateurs, animatrices, apprenants et apprenantes, jamais la Fondation Strom n'avait songé à reconnaître officiellement les mérites de ses animateurs et apprenants. Il y a de cela 13 ans, jour pour jour, que le programme de stratégie de scolarisation accélérée SSAP a été porté sur les fonds baptismaux. Il vise entre autres l'amélioration du taux brut de scolarisation, la valorisation de la langue nationale, l'emploi local des jeunes en quête d'emploi. L'occasion était opportune pour la Fondation pour remettre des fournitures scolaires au cap de Direy, de Gundam et de Tombouctou afin de renforcer leurs capacités opérationnelles. Chers récipiendaires, les distinctions représentent la reconnaissance de vos mérites, le couronnement des efforts, mais constituent également un appel pour les acteurs de l'école malienne à plus d'efforts pour une éducation de qualité. Les gestionnaires des centres, les apprenants ainsi que les animateurs et animatrices des centres qui se sont fait distinguer ont reçu chacun des prix d'encouragement pour leur abnégation et dévouement. Les universitaires maliens sont réunis à la faveur d'un colloque de 3 jours autour du thème crise, résilience et développement. Le but de ce colloque est d'approfondir la réflexion scientifique sur les mécanismes endogènes de la sortie des crises que le pays traverse depuis des années. Boubacar Kanouté. Il s'agissait à travers ce colloque national de 3 jours pour les experts maliens de se pencher sur les différentes crises qui assaillent notre pays depuis 2012, tout en mettant en exergue leur expérience et expertise au service de la nation, afin de proposer des solutions plus inclusives et durables. Ce temple du savoir, avec un effectif de plus de 4000 étudiants, attend jouer un rôle clé dans le processus de refondation. Voici des professeurs donc qui se sacrifient, mais qui ont compris que l'animation scientifique est aussi une de leurs missions fondamentales. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, malgré cette charge-là, qu'il faudrait qu'on puisse aller vers un colloque scientifique qui réunit des experts. Et ils ont choisi une thématique qui est d'actualité, la crise que le pays est en train de vivre aujourd'hui. C'est une activité essentielle du monde du savoir. La portée de cette thématique, c'est de voir les crises de façon générale. Donc c'est une manière d'appeler tous les chercheurs scientifiques de tous bords, bien sûr, à apporter leur point de vue sur ces crises et leurs propositions qu'ils vont donner par rapport à ces crises. Un cadre idéal pour les universitaires de produire des documents scientifiques pouvant servir de référentiel pour relever les défis de l'heure. La symbolique réside parfaitement dans le fait que des chercheurs, des enseignants-chercheurs du Mali décident de se mettre ensemble, d'aborder toutes les questions en lien avec les questions de développement de notre pays pour qu'ensemble ils puissent proposer certainement des pistes de réflexion, des pistes de solutions même, pourquoi pas, aux gouvernants, aux décideurs. Plusieurs communications seront faites par les experts. Elles seront assorties de propositions de solutions pérennes aux différentes crises. Lancement de la campagne de distribution des vivres au profit des personnes vulnérables de Kidal, une action perçue comme une aubaine par la région, car la région fait face à des difficultés liées à la cherté de la vie. Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Atayouba Ag Mohamed. Le commissariat à la sécurité alimentaire met à la disposition de la région de Kidal 547 tonnes de riz dans le cadre de la campagne de distribution des vivres au profit des personnes vulnérables de la 8e région. Le lancement de la dite cérémonie a regroupé toutes les forces vives de Kidal. On est plein de sens tant cette activité vient à point nommé, car notre région est en train de vivre depuis un certain temps une situation très difficile, avec la cherté de vie qui fragilise durement les paniers de la ménagère. Du commissariat à la sécurité alimentaire à travers notre structure pour
pour l'appui aux ménages les plus vulnérables demeure un acte d'une grandeur d'esprit inestimable et qui est arrivé au moment opportun. Les autorités régionales se réjouissent de cet acte perçu comme un soutien inestimable pour plus de 20 000 familles vulnérables. Au nom de la population de la région de Kidal, de remercier et de saluer la présente initiative ô combien salutaire qui nous a permis de prendre en compte les attentes de la population en cette période de soudure et de précarité. Cette opération prouve à suffisance que l'engagement du commissariat à la sécurité alimentaire demeure une réalité car son objectif est d'atténuer la souffrance des populations de la 8e région. Dans un autre communiqué, le collectif intégrateur des Imouchaga et alliés de la région de Tombouctou salue la levée de l'embargo imposé au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA et félicite les autorités de la transition. Après avoir renoncé à briguer la présidence du Parlement panafricain des peuples, notre compatriote Mme Aïdara Aïssata Cissé a été nommée vice-présidente honoraire de cet organe consultatif de l'Union africaine, chargée de la diplomatie et de la ratification du protocole du Parlement. Bien sûr, en cette qualité, elle entend œuvrer pour l'Afrique et pour le Mali, dont elle tient à redorer l'image. Elle l'a dit à Yaya Konaté sur le plateau de l'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait. Ça me donne l'espoir que je vais continuer à me battre pour l'Afrique, mais surtout que ce poste-là me donnera l'occasion de continuer à faire ce que j'ai toujours fait pour mon pays. Et au cours des rencontres que j'aurai, je vais vraiment continuer à redorer l'image de mon pays qui a été écorché. Et je pense que ça, ce n'est pas rien. Et c'est ce qui me galvanise, c'est ce qui me remonte. C'est vrai que je travaillerai pour l'Afrique, mais je vais d'abord travailler pour mon pays. Surtout que vous allez continuer à travailler pour la ratification du protocole. Protocole, tout à fait. C'est moi qui suis arrivé à faire ratifier 13 pays. Bon, il me reste quelques-uns pour avoir les 28. Comme ça, il n'y aura plus de problème de rotation, ça va être automatique. Et là, il n'y a pas d'entrave liée à la situation de votre pays? Non, pas du tout, parce que c'est une nomination personnelle. Vu ce que je fais, et pour eux, vu ce que je peux continuer à faire pour le Parlement panafricain, de concert avec le président. Alors, Madame Aïdara, vous avez parlé de ces clivages entre francophones et anglophones au niveau du Parlement africain. Avec le recul présentement, qu'est-ce qu'il faut revoir à ce niveau? Il faut une sensibilisation et je dirais même on ne finit jamais de se former. Il faut une formation parce qu'on ne peut pas y arriver si on n'est pas ensemble. On ne peut pas y arriver si on n'est pas unis. On ne peut pas y arriver si on n'est pas solidaire. Cette autre nouvelle, sport football, l'AS Mandé a remporté le trophée de la 7e édition de la Coupe du Mali de football dames. En finale, la finale bien sûr disputée ce jeudi au stade Mamadou Konaté. L'AS Mandé s'est imposé 1-0 devant les Super Lions. L'unique but de la rencontre a été marqué sur penalty par Aminata Dia à la 29e minute. Grâce à ce succès, l'AS Mandé prend sa revanche sur les Lions qui les avaient privé le trophée de la Coupe nationale de la saison dernière. Ainsi, les Mandinka remportent leur 5e Coupe du Mali en cette édition et réalisent par la même occasion le doublé Coupe Championnat. À noter que la finale s'est déroulée en présence de 3 membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Gatayer, du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Wadidje Founé et Koulibaly, et du ministre de la Santé et du Développement social, Mme Djaminatou Sangare. Nous y reviendrons demain dans nos éditions. À présent, point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 458 tests réalisés. 5 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 18 patients sont sous traitement. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.